Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à la transition de la route vers le trail et nous allons recevoir deux athlètes d'exception. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Soyez les bienvenus dans le podcast Dans la tête d'un coureur pour un épisode un peu spécial enregistré depuis la capitale des Gaules à l'occasion de la ASICS Saint-Élion. Et à cette occasion, nous allons aborder un sujet qui concerne énormément de coureurs et de coureuses à pied, la transition de la course sur route vers le trail. Et dans quelques instants, nous allons accueillir deux invités. Mais avant ça, j'aimerais vous présenter celui qui va m'accompagner dans cet épisode, une voix bien connue des auditeurs et auditrices les plus fidèles du podcast, puisqu'il s'agit de celle de Fred, entraîneur en course à pied, responsable fond et demi-fond au Stade français athlétisme et ancien co-animateur du podcast. Salut Fred, c'est un plaisir de te retrouver ici dans ta ville natale, dans ta ville de cœur, Lyon. Est-ce que tu es content d'enregistrer un podcast à domicile, Fred ? Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour Guillaume. Alors, je suis vraiment ravi d'être là, déjà d'être dans le podcast, parce que c'est toujours un plaisir renouvelé. En plus avec deux athlètes dont je ne dévoile pas encore le nom, puisque tu vas le faire, d'exception. Et évidemment dans ma ville natale, c'est toujours un plaisir de revenir. Donc voilà, aujourd'hui je pense que je ne suis pas loin d'être au summum du bonheur podcastique. Bon, ça me fait plaisir en tout cas. Fred, juste avant d'accueillir nos invités, je te propose, en fait j'aimerais avoir ton avis sur quelque chose. Tu vois, parce que là aujourd'hui on est à la ASICS Saint-Élion, on est sur le trail le plus populaire de France en termes de nombre d'inscrits, parce que je ne sais pas, mais c'est ici où il y a le plus d'inscrits sur une course trail, l'un des plus vieux même du monde. Alors il y a un petit débat, mais c'est en tout cas l'un des plus vieux trails. On va dire monde. que c'est le plus vieux. Hein. Moi, je suis lyonnais, on va dire que c'est le plus vieux. Il n'y a pas de débat. On sait comment vous êtes chauvins, les Lyonnais. On va dire que c'est pour te faire plaisir. Aujourd'hui c'est ta soirée, donc pour te faire plaisir, on va dire que c'est le plus vieux trail du monde. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais selon la World Athletics, le trail running c'est devenu le sport qui connaît la plus forte croissance dans le monde, tous sports confondus. Tu vois, c'est vraiment le trail qui a la plus grosse expansion à travers le monde. Et incontestablement, cette discipline, elle attire de plus en plus de coureurs chaque année. Moi, je le constate. Et toi, justement, en tant qu'entraîneur, est-ce que tu observes aussi un intérêt croissant pour le trail parmi les coureurs que tu entraînes à Paris? Parce que toi, tu es entraîneur du club mythique parisien. Parce que maintenant, tu n'es plus lyonnais. Hein. Je te rappelle que maintenant, tu es un Parisien d'adoption. Non, je suis lyonnais qui vit à Paris. Est-ce que tu constates aussi cet engouement un peu sur la course nature et le trail running? Alors, avant de te répondre, j'aimerais faire un petit retour en arrière. Alors pour se rappeler, alors je ne veux pas dire des heures sombres, parce qu'il ne faut peut-être pas exagérer, mais la période Covid. Et dans juste après période Covid, on a vu que la course sur route a été, on va dire même délaissée de la part des coureurs et des coureuses. Et à contrario, les trails étaient déjà populaires avant, mais l'étaient encore plus. Là, on sent qu'il y a un regain sur la course sur route. Les grandes classiques sont à nouveau full des mois avant. Là, si on prend des courses récentes ou à venir, dernièrement, il y a eu le semi-marathon de Boulogne-Billancourt. Il y a la corrida de Houille fin décembre qui sont déjà complètes. À guichet fermé, ouais. Voilà. C'est très très compliqué d'avoir un dossard pour ces courses-là. Donc on voit qu'il y a un regain, mais incontestablement, le trail, la course étant déjà à la base, je pense, le sport le plus pratiqué dans le monde, il y a quand même une tendance naturelle à vouloir diversifier finalement ces terrains de jeu, parce que la course, ça reste un jeu. Et donc, le trail, évidemment, en bénéficie. Mais contrairement à ce qu'on a vécu, comme je le disais, juste après la période Covid, on a de plus en plus de gens qu'on pourrait appeler entre guillemets des coureurs hybrides, c'est-à-dire qu'ils font des allers-retours entre le trail et la route suivant la saison, suivant le lieu où ils habitent, parce qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de toujours faire des trails, notamment quand on vit en milieu urbain. Donc ils combinent les deux. Et du coup, on voit un certain équilibrage qui s'instaure au bénéfice finalement de ce que moi j'appellerais le sport commun qui reste de la course. Hein. Ouais, bien sûr. Et puis c'est vrai,
pas mal de coureurs sur route qui sont allés s'essayer un peu sur trail, mais inversement, il y a aussi beaucoup de coureurs très spécialisés sur trail qui reviennent un peu sur des courses sur route. Donc on voit que ces deux mondes sont en train de, je vais pas dire de fusionner, mais il y a beaucoup de transferts. Alors justement, on va parler de tout ça aujourd'hui, parce que c'est un sujet quand même qui est passionnant. Comment est-ce qu'on fait des transitions ? Comment est-ce qu'on adapte aussi son entraînement pour être plus polyvalent ? Parce que là, il est question vraiment de polyvalence. Et je te propose qu'on accueille nos deux invités. La première a découvert l'athlétisme à l'âge de 10 ans et s'est passionnée pour le cross, la piste, avant d'opérer une transition avec succès sur le trail et plus particulièrement sur l'ultra-distance. Il s'agit de Sylvaine Cussot, ambassadrice Iron et athlète ASICS. Salut Sissi, c'est un plaisir de te retrouver ici à Lyon. Alors on s'était quitté sur la magnifique île de la Réunion. Il y avait un peu plus de soleil, on va pas se mentir. Aujourd'hui il pleut, un beau temps lyonnais. Et puis voilà, c'est un plaisir de te retrouver. Comment est-ce que ça va ? Est-ce que tu as fait bon voyage ? Est-ce que tu n'es pas trop fatigué ? Parce que je crois que tu es arrivé il y a très peu de temps. Salut Guillaume, salut Fred. Et merci de m'accueillir de nouveau dans votre podcast. Ouais, c'est vrai que la transition est un peu brutale. Hein, quand tu pars de 35 degrés pour arriver à presque zéro. C'est l'été là-bas en plus. Ouais, c'est l'été. Puis ça commence à être les bonnes grosses chaleurs avec beaucoup d'humidité. Donc, mais bon, on s'adapte, c'est comme tout. Et puis en même temps, une Saint-Élion, s'il pleut pas ou si le temps, excuse-moi le terme, est pas dégueulasse, ça perd son charme, non ? C'est pas la même chose, je suis d'accord avec toi. Ouais, ils commandent le mauvais temps à chaque fois. Ouais, là cette année ils vont être servis. Et on a aussi la chance de recevoir une ancienne athlète de demi-fond qui est passée par toutes les distances sur piste, sur demi-fond en tout cas, du 800 mètres, du 1500 mètres, du 3000 mètres steeple. Et elle a troqué les pointes d'athlétisme pour les chaussures de trail. Il s'agit de Marie Gongalves, athlète de la team ASICS et ambassadrice également Iron. Salut Marie, comment est-ce que ça va à quelques heures du départ maintenant de cette Saint-Élion ? Parce que tu vas courir toi. Bonjour tout le monde. Alors oui, pour le moment ça va. J'ai envie de te dire tant mieux. Mais pour le moment ça va. Et ouais, je vais faire le 78 km de la Saint-Élion, une première pour moi sur cette distance. C'est ton premier ultra, la Saint-Élion ? Alors, pour certains, c'est pas un ultra. Pour moi, c'est un ultra. Mais ouais, c'est ma première longue distance. C'est vrai que cette Saint-Élion, c'est une course. Alors, je ne vais pas dire qu'il est décrié, mais on aime bien être un peu taquin avec cette course-là. Certains disent que ce n'est pas forcément un ultra-trail. Certains ne comprennent pas forcément les charmes, en tout cas les promesses de cette course. Toi, Sissi, qui l'a couru, je crois, plus de 10 fois. Tu es une habituée, ici, tu es chez toi. Hein. Qu'est-ce que tu en penses ? En plus, tu as l'expérience des trails, tu as couru sur les plus durs, la Diagonale des Fous, l'UTMB, enfin voilà. Tu sais de quoi tu parles. Est-ce que tu peux trancher sur cette question ? Est-ce que c'est un vrai ultra ou pas, cette Saint-Élion ? Et est-ce qu'elle est difficile ? Parce qu'elle est réputée aussi très roulante, presque une course sur route. C'est quoi ton avis, toi ? Ouais, c'est vrai. Alors moi, ça fait partie des courses quand j'ai débuté. C'est vrai que j'ai débuté sur des courses qui me semblaient plus faciles, entre guillemets, parce que quand on partait en montagne, pour moi, c'était encore un autre monde. Les courses montagneuses avec de l'altitude, la météo en conséquence. Voilà, pour moi, il fallait déjà un peu plus d'expérience. Pour moi, la Saint-Élion, bon, ça reste... t'es pas loin de la ville, voilà, c'est un peu moins effrayant, on va dire. Donc ça a été dans mes débuts. Ma première Saint-Élion, c'était en 2013. J'ai commencé dans ces eaux-là, hein, le trail. La question de l'ultra, pour moi, c'est plus, on en parlait tout à l'heure, la question de durée, de temps de course. C'est vrai que quand on est sur des courses de 10-15 heures, on peut commencer à parler d'ultra. Quand on est en dessous, c'est du très long pour moi. Il y a la notion de dénivelé aussi, je trouve, qui rentre en ligne de compte. Forcément, quand tu as des gros dénivelés, ça augmente le temps de course. Et c'est plus facile de mettre des catégories, en fait, et de commencer à parler d'ultra. La Saint-Élion, elle a cette chose, ce contexte particulier, c'est dans la nuit, c'est un trail qui reste semi-urbain quand même. Hein, donc, moi, je la mets plus dans la catégorie des trails urbains, semi-nature, tu vois. Et ouais, elle a cette magie. T'es un peu seul dans ta bulle. Parce qu'il n'y a pas de paysage. C'est ça. Parce que souvent, le trail, quand tu demandes aux gens qu'est-ce que vous aimez, c'est ce côté un peu sport en nature, c'est aussi les paysages, c'est aussi le voyage, c'est l'expérience de course. Et souvent, on résume le trail à ça. Et là, quand on regarde la Saint-Élion, quand je dis le trail le plus populaire en France en nombre de participants, et ben là, on n'a pas du tout ça. Donc finalement,
on peut pas résumer le trail à juste une expérience de paysage, tu vois, ou une expérience de beauté de course. C'est le dépassement de soi, parce que cette course-là, finalement, tu peux t'attacher à rien. Il y a très peu de public. Je crois que les proches, la famille n'est même pas forcément autorisée sur le parcours. Les paysages, on voit rien. Souvent, il fait froid, il pleut. Tu es seul avec toi-même. Donc la difficulté, elle est vraiment là, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, et c'est ce qu'on aime en fait. Parce C'est que ce que tu aimes, toi. Pour le coup, tu es vraiment dans ce qu'on disait, dans ta douleur, dans ta gestion personnelle. Et ouais, tu te rattaches à rien d'autre que te dépasser toi-même. Et c'est même compliqué des fois de savoir où en sont les autres, parce que si tu n'as pas les infos, tu ne peux pas forcément savoir, ça va très vite. La famille est autorisée sur beaucoup de ravitaux, mais tu les vois pas beaucoup parce que voilà, il fait nuit, donc t'entends. Ouais, et moi je trouve que c'est ça qui a cette saveur particulière, c'est ça. Et après, t'as quand même ce balai de frontal qui est assez chouette quand tu prends le temps de te retourner, c'est assez magique aussi. Hein. L'ambiance est là. Alors Marie. Ouais. Toi, finalement, c'est vrai qu'on t'a plus vu sur le circuit Trail Series, on t'a plus vu plutôt sur les trails courts. C'était assez logique au vu de ton historique en course à pied. Pourquoi allonger la distance? Pourquoi tu as ressenti cette envie d'aller t'essayer sur, on va dire quand même ultra distance? Parce que là, on allonge quand même bien les kilomètres. Alors déjà, c'est une course moi qui me parle parce que je suis lyonnaise. Ma maman l'a déjà gagnée en relais, je l'ai déjà accompagnée sur les ravitaux quand elle l'a fait entière. Mon entraîneur, Fabien Antolinos, l'a gagnée. Donc bon, il y a quand même une petite histoire et cette course, elle débarque pas de nulle part. Je la connais depuis déjà un petit moment. Je savais qu'un jour, je la ferais. Je ne savais pas quand. Mais voilà, les années d'avant, j'ai fait le 23 km, le 46 km. Et cette année, globalement, dans la préparation, ça allait bien de faire cette distance à ce moment-là. Du coup, elle est venue un peu naturellement. Donc là, c'est plus participer à la Saint-Élion. C'est pas forcément une transition, si je comprends bien, dans ta carrière, entre guillemets, vers l'ultra-distance. C'est plus l'opportunité de courir à domicile dans une course que tu connais particulièrement. Alors, c'est quand même dans l'objectif d'allonger les distances et de tester sur du 80, pourquoi pas, après passer sur les Templiers, toujours des formats un peu roulants et sur pas trop longs. Mais on allonge quand même les distances par rapport au format marathon. Bon, on ne verra pas tout de suite sur la diagonale des fous, si je comprends bien, non, a priori. Alors, t'es lyonnaise, tu partages un point commun avec Fred. Fred, toi aussi tu l'as couru, la Saint-Élion, c'était en 1947, je crois. Moi, je crois que c'était la première édition. C'était la première édition. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi? C'est vrai qu'ici, c'est une course... je ne vais pas dire que c'est comme la diagonale des fous pour les Réunionnais. Ici à Lyon, la Saint-Étienne, c'est quelque chose, quoi. Tout bon Lyonnais veut la courir au moins une fois dans sa vie. Ouais, exactement. Alors, petite précision, je l'ai couru qu'en relais. La seule fois où je l'ai préparé pour la courir en individuel, je me suis blessé juste avant. Mais bon, je cours toujours, donc il n'est pas dit que je ne la fasse pas un jour. Évidemment, quand on est un local, ça a une saveur particulière. En plus, je ne vais pas dire les vrais Lyonnais, mais on part de Saint-Étienne pour arriver à Lyon, donc on est plutôt fiers de quitter le Forez pour arriver dans le Rhône. Les supporters de foot comprendront cette allusion. Et puis c'est un peu une course de légende, parce que c'est une doyenne des courses, alors vraiment qu'on appelait hors stade et hors route pour le coup en France, en dehors du débat, est-ce que c'est un trail, est-ce que c'est... D'ailleurs avant on disait course nature, hein, enfin, il y a encore même récemment, là c'était Lyon n'avait pas forcément l'appellation trail, parce que c'était comme ça, et c'était une course doyenne qui était un peu la course des foufous à l'époque, parce que départ à minuit le premier week-end de décembre, donc c'est quand même à un moment les organisateurs ont décidé de complexifier l'affaire. Il y a même eu des années où les conditions météo ne permettaient pas de la courir, mais les gens ont quand même décidé de la courir. Or quelques-uns ont bravé cette interdiction, donc voilà, c'est en tout cas au moins régionalement, c'est une course qui s'est créée sa légende, son histoire. Et du coup, après, cette histoire, c'est comme toute légende qui vit, elle s'est transférée, on va dire, dans le monde de la course nature, dans le monde du trail. Et c'est vraiment particulier parce que, comme on le disait, quand on vient ici, on vient chercher le fait qu'on a un mauvais temps, on limite qu'il pleuve, mais alors, s'il peut y avoir un peu de grêle et de gel le jour J, c'est encore mieux parce que voilà, en plus la nuit, si on peut avoir la frontale qui tombe en rade pendant la course, ça sera encore mieux parce qu'on aura le sentiment d'avoir dépassé quelque chose. On a des petits trucs comme ça qui sont un peu des trucs
je pense, de coureurs et qui sont le fait de se dire je vais faire quand même quelque chose d'atypique. En fait, c'est un format vraiment atypique parce que très sincèrement, et avec tout l'amour que j'ai pour cette région, je pense que si la Saint-Élion aurait lieu au plein mois d'été, en plein jour, elle aurait un attrait beaucoup moins important et elle serait beaucoup moins populaire. Les conditions font que, en fait, c'est ça. Alors, dans cet épisode, on va s'intéresser aux enjeux autour de la transition route et trail. Et justement, toi, Marie, tu as un parcours assez atypique parce que tu es passé de l'athlétisme sur piste. Donc, on est dans le cœur même de la vitesse, de la haute performance, pour faire ce qu'on pourrait peut-être imaginer comme un peu un grand écart. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a motivé à l'envie en fait, de passer de l'athlé au trail? Il y a 4 ans, je crois, tu as fait ta transition. Donc, il y a 4 ans, le trail avait déjà bien grossi, mais ce n'était pas ce que c'est aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment eu un avant-après le Covid-19. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, dans le trail? Pourquoi tu as voulu quitter la piste en fait, pour ce sport-là, pour cette discipline-là, pardon? Alors déjà, je pense pas que ce soit forcément atypique. Je pense au contraire, c'est assez classique. En fait, tous les enfants commencent la plupart des enfants commencent à l'école d'athlé, les crosses. Et après, en fait, finalement, le trail, ça vient plus par la suite. Mais pas tant que ça sur piste, des anciens pistards vraiment purs qui montent. Alors généralement, ils montent plus sur marathon quand même. Ils vont pas forcément sur. Mais peut-être que j'étais une fausse pistarde parce qu'il y avait pas de cross l'été. 4,32, 4,33 sur 1500 mètres, je crois que tu as fait. Donc ça va, donc ça va. C'est quand même, on est quand même sur une bonne coureuse de piste. Hein. Ouais, non, je faisais de la piste parce qu'il n'y avait pas de cross l'été, surtout ça. Mais en fait, ce qui m'a motivée, en fait, c'est vraiment à force de passer du temps sur les trails, à faire l'assistance de mon copain, de ma maman. Vraiment, ça m'a donné envie. Et puis il y a eu le confinement. Et donc là, fin des compétitions. Et je me suis inscrite au Trail Elite Factory. C'est un programme qui existe toujours d'ailleurs, d'ASICS pour découvrir des jeunes talents en trail. Je me suis inscrite, mais vraiment par hasard. Et j'ai gagné la finale. Et c'est comme ça que l'aventure trail a commencé. Et depuis, une fois que tu as goûté au trail, tu n'as pas voulu réessayer Alors j'ai continué à faire de la piste, sauf cette année. Parce que là, il y avait les championnats du monde et du coup, faire de la piste et préparer un 44 km avec 3005 de dénivelé, c'était un petit peu compliqué de tout faire. Mais c'est la première année où je n'ai pas fait de piste. Les années d'avant, j'ai toujours fait de la piste. Tu as quand même conservé. Ouais, ça, c'est intéressant, on en reparlera tout à l'heure. Alors, c'est vrai qu'on le voit, il y a de plus en plus de coureurs sur route, de crossman, même de coureurs sur piste qui s'essayent sur trail. À mon avis, ça va encore continuer, surtout après 2024, je pense, parce qu'on va voir aussi des athlètes sur route professionnels qui vont peut-être faire des nouveaux choix de carrière. Ça, à mon avis, il y aura forcément un avant, un après. Mais force est de constater qu'il y en a qui s'en sortent très très bien, pour qui cette transition en fait est assez naturelle. Ça a été ton cas, et très vite ils trouvent leur repère. Et d'autres, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est pas forcément les coureurs les plus rapides sur marathon, les plus rapides sur piste, qui vont mieux s'en sortir sur trail. J'ai l'impression que les cartes sont un petit peu redistribuées. Toi, Sissi, qui est quand même très expérimenté sur trail, parce que la transition, tu l'as fait il y a pas mal de temps. Tu as vu aussi pas mal de coureurs va et venir. Quels sont, selon toi, tes retours d'expérience? Qu'est-ce qui fait que certains vont mieux réussir cette transition que d'autres? Où est-ce que ça va se jouer, cette transition pour toi, les éléments clés? Alors déjà, il faut avoir vraiment l'envie de se mettre sur trail et pas le faire parce que tout le monde le fait, parce que c'est la mode, parce qu'il y a beaucoup de trail. Et je pense que déjà, faut avoir envie. C'est la base. Après, on n'a pas tous les mêmes prédispositions. Il y a plein de choses à prendre en considération pour le trail. C'est vrai que, comme tu disais, c'est pas forcément le plus rapide qui gagne sur une course de trail. Tu as en théorie les chronos, et puis après, tu as comment ça se passe. Il faut gérer beaucoup de choses. Il faut gérer son alimentation, il faut gérer son hydratation, il faut gérer sa gestion, son allure sur une longue durée. Et ça, c'est il n'y a pas plus de repères. facile. On n'a plus de repères. Exactement. Partir sur un 170 km comme Diag, tu ne sais pas trop comment partir. Est-ce que tu pars vite? Est-ce que tu te gères? Se gérer, c'est pas évident, ça s'apprend. Courir avec un équipement aussi. Moi, je me rappelle à mes débuts, courir avec un sac sur le dos, ça me perturbait vraiment. J'avais l'impression de faire une randonnée et je n'y arrivais pas. J'avais à l'époque les ceintures porte-bidon là, parce que je voulais pas prendre de sac à dos, parce que pour moi c'était faire de la randonnée. Même Kylian Jornet, on se souvient, son premier UTMB, il était parti avec une banane.
Ça a même fallu une disqualification, mais pareil, il voulait pas, il n'y arrivait pas. Ça. Ouais, c'est particulier. Donc il y a tout ça, courir avec une frontale, c'est pareil. Au début, ça peut paraître banal quand tu le fais naturellement, mais quand tu n'as pas l'habitude, toutes ces choses-là, ça s'apprend. Pour moi, le trail, c'est un sport où on est performant, plus performant sur quelques années en fait, parce qu'il y a toutes ces expériences qui fait que tu accumules. Et tout à l'heure, on parlait des 5 ans, peut-être pour arriver à maturité, c'est pas pour rien. Je pense que c'est... Parce qu'il y a le dénivelé positif, négatif. Et justement, on va en parler tout à l'heure de ces spécificités un peu de l'entraînement et comment est-ce qu'on peut bien appréhender ces challenges-là. Il y a une augmentation très importante de la densité sur trail. Alors, déjà sur le circuit Trail Series que tu connais bien, Marie, aujourd'hui, c'est l'un des circuits les plus relevés en course à pied, toutes disciplines confondues. Tu as des athlètes qui sont incroyablement polyvalents. Je pense à un Rémi Bonnet, par exemple. Pour moi, aujourd'hui, Rémi Bonnet, c'est certainement l'un des athlètes les plus performants, les plus complets, toutes disciplines confondues. Parce que Rémi, tu le mets sur cross, tu le mets sur 10 km, tu le mets sur marathon, il va surperformer. Je connais peu d'athlètes aujourd'hui, si tu les mets sur trail, des coureurs sur route, je ne suis pas sûr qu'il fait performer autant que l'inverse. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a quand même un niveau qui explose. Sur ultra distance, on voit aussi que les chronos commencent à baisser. Regardez un peu les statistiques à Saint-Gervais sur l'UTMB. La vitesse à laquelle ils sont arrivés à Saint-Gervais, c'était quand même impressionnant quand on voit tout ce qui leur reste derrière. Donc il y a une grosse augmentation de la densité. Plus il y a de densité, ça reste une course. Au partir d'un point A pour aller à un point B. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours le plus rapide qui va arriver en premier. Donc forcément, sur la fin, c'est là où ça va jouer. Parce que s'il y a la densité, ils sont tous bons en montée, ils sont tous bons en descente, ils sont tous bons en montagne, ils sont tous bons en gestion de course et en densité. Il restera toujours la vitesse à la fin. Et ça, c'est peut-être un atout pour toi, parce que tu sais courir très vite. Est-ce que tu penses quand même que ton historique, ton background un peu de coureuse, c'est une force aujourd'hui, à condition bien sûr que tu arrives à bien gérer le dénivelé et toutes les distances, mais est-ce que tu penses quand même que sur le long terme, ça sera une vraie force pour toi ? Oui, moi je pense que c'est une force par rapport à ceux qui faisaient un petit peu moins d'athlètes avant. Mais après, oui, c'est sûr que devant, on se rend compte que tous les coureurs courent très très vite. Tu parlais de Rémi, chez les filles, Nienke, son chrono au marathon, c'est stratosphérique. Et donc non, je pense que c'est important et que tu as vraiment un plus à justement à continuer à travailler ses capacités et de vitesse. Et est-ce que tu as eu du mal justement toi dans la gestion de course, dans la gestion des allures, la capacité aussi, parce qu'on a l'impression des fois je vais pas dire de pas courir, mais il y a cette gestion de course, c'est quand même très importante, et c'est là où souvent les coureurs se cassent les dents. Je sais pas si vous, même si toi, si vous avez remarqué des différences par rapport à ça. Alors moi je trouve que déjà la première année quand tu te mets au trail, c'est difficile d'avoir ces repères quand tu passes de la route au trail. Moi je sais que j'étais toujours cramée. Parce que justement, j'avais mes chronos à me dire, là, t'es en 5 minutes au kilo. Et du coup, t'es tout le temps en fait en sur-régime. Et je trouve qu'il faut passer la première année justement à se dire, ok, l'entraînement, c'est l'entraînement. Il faut peut-être y aller un petit peu mollo. Et oublier ces chronos justement et ces allures de route. Et c'est, je pense, qui est le plus difficile quand tu passes... faut même limite le mettre de côté pour te concentrer sur... Il faut enlever le lap de la montre. Ouais. Fred, justement, toi, qui est entraîneur, c'est quoi ta vision par rapport à ça ? Demain, tu as un marathonien, tu as un coureur de 10 km qui veut s'essayer sur trail. Quelles sont les qualités selon toi ? Quels sont les enjeux qu'il va devoir affronter, les qualités qu'il va devoir développer ? Ta vision un peu de cette transition de l'entraînement par rapport à ton expérience ? Déjà, en complément de ce que disait Sissi sur l'envie d'y aller et le plaisir qu'on peut ressentir, tout le bagage que l'athlète aura, ça va lui servir. Il ne faut pas se mentir, à un moment, un athlète, plus il est complet, plus performant il sera. Après, il faut bien qu'il appréhende les spécificités du trail, et c'est notamment ce dont parlait Marie. Et pour ça, ceux qui aiment le cross ou ceux qui ont fait une vraie école de cross, ça peut leur servir. Parce que on dit souvent que le cross, c'est l'école de l'athlète, mais c'est l'école de l'athlète parce que en fait, le cross, c'est le changement de rythme, c'est le changement des appuis, et tout ça, on l'a x10, x100 en trail. Et ça, c'est un truc sur la route, on ne connaît pas, parce que globalement, que ce soit la route ou la piste, bien sûr,
c'est quelque peu à nuancer, mais on essaye d'être le plus régulier possible. C'est ça, une bonne course réussie sur route, c'est pas une course où on passe de 6 minutes au kilo, puis on va faire un kilo en 3,20, puis on va repasser à 5, puis on va faire 4,15, puis on va passer à 6. On ne s'amuse pas à faire ces allers-retours, ces accordéons, et ça c'est vraiment un truc qu'il faut savoir gérer. Ouais, même psychologiquement. On n'a pas l'habitude. Psychologiquement, il y a un truc auquel on ne passe pas forcément, mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de tout le temps courir. En trail, notamment lorsqu'on est confronté à un dénivelé positif assez important, il faut savoir quand marcher et marcher au bon moment. Et quelqu'un qui vient de la route, qui vient que de la piste, ils savent pas marcher. On a une sorte de culture à se dire, moi je cours tant que je peux, et puis je marcherai quand je pourrai plus courir. Et si on commence un trail comme ça, on explose très vite. Et ça, mine de rien, il faut être capable de le faire. Il faut être capable de le faire tout de suite, se dire, non, en fait, il faut pas que je cours parce que je vais m'économiser. Donc, on est vraiment sur la gestion d'une course de durée, et après avec en plus toutes les dimensions, mais dont tu as déjà parlé Sissi, toutes les dimensions énergétiques, parce que à la rigueur, même le plus long sur route, tu vas faire un marathon, là je parle pas des 100 km et autres, mais jusqu'à marathon, à la rigueur tu prends 2, 3, 4 gels, c'est tout, c'est ça ton ravito, et en plus il est prévu, alors que là souvent tu dois l'organiser toi-même, enfin voilà, tu dois le tester, tu as plein d'imprévus, tu sais pas si ça va passer, et c'est vraiment apprendre à gérer une course de durée en fait, et apprendre à gérer le changement d'allure, et mine de rien, déjà au-delà de l'apprentissage même, il y a je pense un côté aussi un peu égo, parce qu'on en parlait, quand tu as l'habitude par exemple d'être un athlète très performant, et que tu cours par exemple ton 10 à 3,30 de moyenne, ce qui est déjà propre, tu vois, on n'est pas encore dans le haut niveau, mais c'est quand même déjà respectable. Si on te dit tu dois faire une course où à un moment tu vas devoir être à 6, voire 7 au kilo, voire 8, parce que tu vas marcher en montée en t'aidant des mains, il faut savoir gérer aussi. Il faut savoir gérer aussi ce genre de choses. Alors, toutes les deux, vous avez un point commun, c'est que vous êtes à la base des crosswomen. Vous avez brillé sur les chemins boueux. Toi, Sissi, dans ton plan d'entraînement, quelle importance tu vas porter à justement parler de ce travail de vitesse? On parlait aussi des enjeux au terme du dénivelé positif, négatif, en termes de l'endurance. Comment tu vas un peu prioriser la construction de ton plan d'entraînement? Est-ce que par exemple l'hiver tu vas travailler le fond, l'été tu vas plus faire de la vitesse? Est-ce que c'est toute l'année, comment tu gères un peu ton entraînement? Je sais que tu es assez transparente sur ça, parce que pas tous les trailers, les ultra trailers communiquent, ou alors ils nous disent des choses un peu farfelues. Toi, comment tu composes un peu ton plan? Alors déjà, tu sais, moi j'habite à La Réunion, donc il n'y a pas de saison à La Réunion. Donc je fais C'est pas vrai. été-hiver. C'est vrai. À La Réunion, c'est toi, tout l'hiver, c'est 16 degrés. C'est tout le temps l'été. C'est ça. Non, après c'est assez simple. Tu sais, comme disait Marie, c'est important de garder de la vitesse. Tu fais de la piste encore, toi? Oui, bien sûr. Toutes les semaines, je fais du travail de fractionné. Et en plus, j'en ai besoin, moi aussi, pour moi, pour varier mon entraînement. Ça me fait du bien. Parce que c'est vrai que maintenant, on important. dit, il y a des traileuses de très haut niveau qui disent, moi, ça fait 5-6 ans que je ne suis plus allé sur la piste, je ne fais plus de travail de vitesse. Et c'est vrai que ça peut surprendre. Toi, est-ce que pour toi, c'est un élément quand même déterminant? Alors, pas forcément sur la piste, mais en tout cas, la vitesse, c'est pas... Le foncier, certes, libère la vitesse, et c'est sûr qu'on va naturellement, si on borne beaucoup, mais on va quand même être limité à un moment donné. Ça veut dire que ça va marcher jusqu'à un certain moment. Moi, c'est l'impression que j'ai. On peut même aller très vite en beaucoup bornant, mais tôt ou tard, on va atteindre quand même une certaine limite. Moi, en tout cas, c'est ma compréhension que j'ai de l'entraînement. Alors tout dépend du type de trail que tu prépares. Effectivement, si c'est des ultra trails où tu es sur des allures, sur des moyennes très lentes, comme une diagonale des fous, effectivement, ça se discute peut-être. Tu peux peut-être t'en sortir en faisant que des grandes balades dans la montagne, travailler ton endurance et puis travailler musculairement en faisant des descentes, des montées. Après, si tu prépares des trails comme la Saint-Élion, ou l'UTMB, c'est quand même... Oui, ou l'UTMB, inévitablement, tu as des portions très roulantes, il faut quand même savoir courir. C'est là où tu fais la différence. Donc, ça se discute sur... et encore, tu vois un Germain ou un Germain Granger qui était à la Diagonale des Fous, tu vois même un Aurélien. Alors, c'est pas les plus rapides, certes, mais il y a quand même des vraies qualités de vitesse quand même. Même si c'est pas comparable à un Jim Wemsley, c'est quand même des coureurs qui savent aller vite. Bien sûr, ouais, tu as toujours des portions de relance, en fait, où il faut savoir quand même allonger la foulée et savoir malgré tout courir vite. Sur la Diagonale des Fous, les 30 premiers kilomètres, ça court bien. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, et puis après, si tu veux pas d'écart, en tout cas, tu peux, mais tu auras toujours 1 heure et demie de différence par rapport à une personne qui fait de la vitesse, parce que sur les parcelles de plat, elle va accélérer et tu ne seras pas en capacité de suivre.
Tout Donc, à fait. Ouais. Non, il faut trouver le juste équilibre. C'est un mélange de. Il faut savoir être polyvalent malgré tout sur les trails, même sur les ultras. Alors, il y a une spécificité quand même que redoutent énormément de coureurs qui viennent de la route, c'est cette fameuse gestion du dénivelé positif et négatif et positif, parce que souvent on voit les montées, mais il y a aussi les descentes. Toi, Marie, quand tu t'es lancée dans l'aventure du trail, comment est-ce que tu as abordé cet aspect de l'entraînement ? Est-ce que surtout, tu n'avais pas des craintes, par exemple, de chuter ? Tu vois, ça c'est quelque chose qui, souvent... quand on voit ces grandes descentes, on se dit, mais si ce que je vais me blesser, tu as une appréhension naturelle en fait, face à la descente par rapport à quelqu'un qui fait du trail depuis 5, 6, 7 ans, qu'on a fait tout de suite très jeune. Il est beaucoup plus à l'aise. On retrouve ça aussi dans le VTT. On sait que c'est très compliqué pour les cyclistes de VTT s'ils n'ont pas commencé très très jeunes, parce que jeune, on a cette insouciance, on prend des risques. La mort, c'est très très loin. Quand on est jeune, on n'y pense pas du tout. Donc on prend beaucoup de risques. Et du coup, ou les skieurs de descente, c'est souvent ça. Et on dit, s'ils n'ont pas pratiqué le ski de descente, le VTT très jeune, c'est foutu après, parce que le cerveau, il réfléchit, il a peur. Est-ce que sur trail, dans des grosses descentes, quand on voit la vitesse à laquelle les ultra-trailers descendent, c'est de la folie, est-ce que tu t'es dit quand même, moi, j'arriverai jamais à être aussi fou qu'eux ? Alors c'est sûr que je pense qu'au début on n'est pas aussi à l'aise que ceux qui montagne. Après je trouve plus on pratique vraiment la descente, c'est vraiment en pratiquant, il y a quand même on arrive quand même à se décrocher un petit peu, et en plus en compétition, sincèrement on n'y pense pas en fait. Enfin moi à l'entraînement je me dis ok là je vais peut-être pas faire la descente pleine balle, mais par contre en compétition quand vous avez la fille qui suit derrière, non. Enfin, il y a pas de. Enfin, on n'a pas peur, quoi. C'est pareil, toi, tu te reconnais un peu dans ce que dit Marie ici ? Pas du tout. Pas du tout. Moi, en compétition, non, moi je suis. Parce que ça passe ou ça casse quand même, ta logique. Ouais. À un moment donné. Moi, je me dis toujours, entraînement comme à compétition, parfois, waouh, c'est pas grave, en fait, je suis pas là pour jouer ma vie, là c'est trop dangereux, je mets les freins, allez-y les gars, passez, je me mets sur le côté, quoi. Non, moi je réagis pas du tout comme ça. On n'a peut-être pas la même approche, après, mais après plus de gamelles que moi pour le moment, donc c'est pour ça. Ce que j'allais dire, après c'est comme tout, quand tu as un ancrage, quand à un moment donné t'as fait une chute grave, c'est comme un accident de voiture, après c'est compliqué. Le truc il te reste, et t'as en mémoire ce moment où t'as pris la grosse gamelle qui a fait que tu t'es gravement blessé. Donc ça reste un peu, et tu sais que ça peut arriver, ça arrive pas qu'aux autres. Vous êtes déjà chuté, vous faites déjà très mal sur une course ? Oui, moi plusieurs fois, ouais. Plusieurs fois. Comme tu sais, sur la Diagonale des Fous en 2021, ma première diag. Après, c'est pas hyper grave, ça se répare. Voilà, ouais, puis tu as réussi à repartir quand même. Oui, je suis repartie dans la douleur, mais je suis repartie. Mais malgré tout, c'est jamais drôle, tu te fais des frayeurs quand tu fais des chutes. Je les vois, les coureurs. Tu sais, ils arrivent des fois en sens, et on se dit quand même, c'est quelque chose. Puis il y a la chute au mauvais endroit, tu vois, tu dis, là ça va, en fait, j'ai chuté, mais si j'avais chuté là, peut-être que ça aurait mal fini, quoi. Alors Fred, on sait que ce travail de dénivelé positif, négatif, il est stratégique quand on prépare du trail. Si on est un coureur qui veut assurer une transition, qu'on n'a pas forcément la chance d'habiter dans les Alpes, comment est-ce qu'on peut faire ? Toi, c'est quoi tes recommandations sur ce travail justement de D+, D-? De toute façon, je pense qu'on n'apprend jamais aussi bien que quand on le fait réellement. Donc, même si ce n'est pas forcément les longs sentiers escarpés qu'on peut avoir dans les Alpes, les Pyrénées, à La Réunion ou ailleurs, on peut se trouver de la montée-descente, et c'est entre guillemets, c'est en faire, c'est en bouffer, s'entraîner, on va dire de manière un peu spécifique, parce que ça c'est vraiment important, très concrètement. Après, il y a un autre élément, mais sur lequel on va revenir, c'est tout le rôle de la préparation physique, notamment pour bien appréhender. Il y a le côté technique, je sais monter, je sais descendre, et après, toute ma capacité à gérer la charge de travail, notamment musculaire, que ça nécessite. Et là, même si on habite dans un milieu urbain, on a toujours des montées, des descentes quand même, sauf si vraiment vous habitez dans le plat pays à la rigueur, mais coucou les Belges. On trouve toujours. Et après, tout le travail de préparation physique, évidemment. Marie, toi, est-ce que quand tu as commencé à travailler un peu toute cette partie de dénivelé, et puis surtout allonger la distance, est-ce que tu as
tu as eu peur de perdre ta vitesse et tes qualités athlétiques, tes qualités de pied que tu pouvais avoir sur cross, sur route, sur piste, parce qu'il y a cette appréhension. Est-ce que finalement, si je vais l'été sur trail, est-ce que ça va pas être... ça ne va pas handicaper ma saison de route? C'est des questions qu'on peut se poser, nous les coureurs. Est-ce que ça ne va pas me ralentir? Est-ce que je ne vais pas devenir un coureur moins performant sur route si je vais l'été sur trail, par exemple? Alors c'est vrai que ça peut être une inquiétude. Après, je trouve que c'est intéressant de justement construire sa saison en rajoutant tout le temps un petit peu de route à des périodes et des périodes où tu ne vas pas faire beaucoup de dénivelé. Tu le fais, toi? Moi, oui. Il y a des périodes où je ne fais pas beaucoup de dénivelé parce qu'au niveau du travail, déjà, ça ne s'y prête pas. Je n'ai pas le temps de me déplacer énormément en dehors de Lyon. Et du coup, là, j'en profite pour faire justement plus des sorties à plat et de travailler plus la vitesse. Et tu vois, à la sortie des mondiaux, Innsbruck, c'était quand même, il y avait beaucoup de dénivelé. Les montagnes autrichiennes, ça rigolait pas. Et je suis revenue à Lyon. Et là, j'avais perdu carrément de la vitesse, quoi. Ouais. Et ça revient vite justement dès que tu refais des cycles, ou c'est quand même un travail qui va être de longue haleine? C'est quand même un travail qui demande quand même un peu d'effort. Enfin, faut quand même refaire de bonnes séances. C'est pas en 2 semaines que tu retrouves ta vitesse que tu as perdue à cause des 3 mois de préparation, quoi. Fred, toi, ton avis d'entraîneur, est-ce qu'on peut... Parce qu'il y a toujours cette dualité, tu sais. Si tu fais de la vitesse, tu perds en fond. Si tu fais du fond, tu perds en vitesse. Moi, je dirais que déjà, il faut... La première question, c'est finalement quel est l'objectif et où on veut être sur trail et sur route, en fait. Évidemment, si tu prends... Alors, je vais prendre un peu les extrêmes, mais si tu prends les coureurs élites dans les 2 disciplines, ils sont bons partout. Voilà, ils auront aussi intérêt à faire vraiment énormément de spécifiques et pas forcément trop s'aventurer en dehors de ces sentiers-là. Après, sur, on va dire, une population plus générale, plus globale, qui pratique les 2, honnêtement, on revient vite dessus. Moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'entre guillemets, je veux dire, la vitesse elle-même, elle se perd pas tant que ça. Par contre, ce qui se perd, c'est la capacité à la maintenir longtemps, en fait. Un athlète qui est rapide, il arrivera peut-être à refaire ses 400 à la même vitesse si on prend une séance un peu classique. Par contre, il n'arrivera peut-être pas à enchaîner les 10 classiques, il en fera 2-3, puis après, il n'aura plus cette capacité à maintenir cette haute intensité longtemps. Donc la base est là, et c'est plus travail de maintien de la très haute intensité qui va se perdre. Et ça, c'est vrai que ça demande un peu plus de temps. Après, ça ne demande pas, honnêtement, enfin, ça dépend des athlètes, le niveau, comme je dis, ce qu'on fait, ça ne va pas non plus redemander 6 mois de réadaptation, parce que finalement, on est presque dans la même réflexion que lorsque des gens qui sont spécialistes de 5000, 10 000, se disent je vais faire un semi, je vais faire un marathon, est-ce que ça va me faire perdre en vitesse? Oui, de manière absolue, si une semaine ou un mois après ton marathon, tu veux faire un 5000 sur piste, oui, là tu vas déguster. Mais si tu te laisses assez de temps de travail, et c'est ce que dit Marie, si la planification elle est faite en conséquence, c'est-à-dire de bien travailler les cycles et savoir ce qu'on fait, à quel moment et dans quel ordre et pourquoi, ça se retrouve. Quand on a des qualités, moi c'est mon avis, hein, après ça peut être discuté, je pense que quand on a des qualités, on ne les perd pas de manière absolue. Après on en travaille d'autres suivant ce qu'on veut faire, les spécificités de la compétition qu'on va préparer. Et ça demandera un petit travail de réadaptation. Mais quand on les a très sincèrement. Bon, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Alors, justement, quand on parle de des plus, des moins, et quand on parle même de préparation de trail, il y a un élément qui est quand même très important et qui peut être peut-être un vrai atout pour les trailers et traileuses. C'est la préparation physique, c'est le renforcement musculaire, c'est la proprioception. Toi, Sylvaine, est-ce que tu es une adepte des salles de musculation, du renfort? Est-ce que c'est une carte que tu joues ou pas? Alors non, moi je suis pas du tout exemplaire là-dedans, ni dans tout ce qui est protocole de récup. Je trouve qu'on passe déjà beaucoup de temps à l'entraînement. Des fois, tu as envie de déconnecter un peu et faut faire des choix. Et de penser à autre chose, ouais. Mais je fais le basique du renfort, c'est-à-dire abdos-gainage. Parce qu'effectivement, entre elles, c'est super important d'avoir cette ceinture abdominale, c'est pour le dos, pour les genoux, pour tout. Pour pas se péter, ouais. Il faut la base. Maintenant, je ne suis pas vraiment convaincue du haut du corps, enfin des bras. Tu vois. Par contre, voilà, il faut que le tronc
le On va en gainage. parler. Là, Fred, il bouillonne. Là, je vois qu'il est tout agité. Là, calme-toi, Fred. On va te donner la Non, parole. mais Ne la vie t'inquiète de pas. Fred m'intéresse beaucoup parce Ouais. que je pense que c'est un point sur lequel il faudrait Mais que il y a des adeptes. Toi, Marie, tu en fais? Alors, je suis pas adepte, mais j'en fais. D'accord. Alors, J'en fais parce que je suis obligée. Mais... là, on a du public dans l'émission aujourd'hui. On a discuté un peu avant l'antenne. Et allez, 50% du public vont faire la Saint-Élion. Et levez la main ceux qui font du renforcement musculaire là dans la salle. Voilà. Vous avez vu le sérieux des auditeurs de la tête d'un coureur quand même. Vous avez vu, moi, je suis fier d'eux. Ils font de la musculation, ils font du renforcement. Allez, il y a quasiment plus de 50% qui ont levé la main. Fred, on sait que tu es un passionné de préparation physique. C'est même l'une de tes spécificités. Tu es entraîneur, mais tu es aussi préparateur physique. Tu vas d'ailleurs sortir un livre sur le renforcement musculaire en course à pied qui va sortir, je crois, en janvier 2024. Ça a été annoncé là il y a peu de temps. Alors, forcément, toi, tu vas nous dire que c'est... Voilà, mais toi, est-ce que tu penses quand même qu'un trailer a tout à gagner à inclure des séances de musculation, de préparation? Je sais quand même que, voilà, il y en a qui sont très, très friands de ça. Et souvent, c'est quand même des très bons. Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, moi, je dirais que les trailers, je trouve par rapport au reste des coureurs, Ouais, c'est des bons élèves. Oui, non, mais c'est vraiment, ils ont une pratique Ils ont une avance, du renforcement musculaire qui est bien en avance sur un certain nombre de coureurs, notamment les coureurs stade, parce que les coureurs purs demi-fond qui ont fait du 800, 1500, généralement, enfin, c'est des choses qu'ils connaissent déjà. Après, on a vraiment à y gagner, mais je prendrai un temps spécifique en dehors de l'émission pour en parler avec Sissi, vraiment. Merci, Fred, sur l'ensemble des Il éléments. va te remettre sur le bon chemin, Fred. Non, mais c'est parce que en fait, de manière concrète, là, c'est pas juste un avis parce que c'est ma lubie et aussi une de mes spécialités, mais toutes les études t'indique que la musculation, notamment, est-ce que la préparation physique, c'est pas que la musculation, parce qu'on a aussi les protocoles de récup, va falloir aussi qu'on en discute avec Sissi. Il y a beaucoup de Tu vas avoir des devoirs à faire, Sissi. Hein. Oula, j'ai beaucoup de boulot. Non, mais les études te montrent bien que notamment la musculation intervient positivement sur l'ensemble des leviers de performance, excepté la VO2 max. Parce que c'est un facteur physiologique, c'est la consommation d'oxygène. Mais tout ce qui est vitesse pure, capacité de maintien du seuil, fatigabilité, endurance, c'est des éléments qui sont positivement marqués par la musculation. Donc oui, on a tout intérêt, et notamment tout l'aspect, là on parlait du dénivelé positif, mais surtout négatif, qui, entre guillemets, pour faire simple et pour donner la bonne image, casse beaucoup de fibres musculaires. On le voit bien que quand on ne sait pas descendre et qu'on s'y prend un peu comme un pied, excusez-moi de parler comme ça, on fait une descente comme ça, puis après on n'arrive plus quasiment à marcher. Ça, c'est des choses qui se travaillent spécifiquement, et c'est pour ça que je dis que les trailers sont beaucoup en avance, notamment sur les gens qui font de la route, parce que ça, ils l'ont compris assez rapidement, et ils ont développé tout un ensemble de protocoles qui sont très efficaces. Et d'ailleurs, j'invite les gens à regarder, même ne serait-ce que des photos ou des vidéos, Ouais, c'est vrai. que ce soit les réseaux ou pas, les cuisses des trailers et des traileuses, ça n'a pas grand-chose à voir avec les cuisses et des semi-marathoniens. On se souvient des photos de Mathieu Blanchard ou même de c'est- Tchoumi là sur l'UTV. Je sais pas, il y a quelques photos qui circulent. Enfin, voilà, C'est des monstres. Hein. C'est pas, Ah, c'est pas juste en courant et en faisant du dénivelé à l'entraînement qui développe une telle musculature. Voilà. J'allais dire justement, je trouve que justement l'avantage en trail, c'est qu'à l'entraînement, tu le travailles assez naturellement quand même. Hein. Tu fais des descentes, des montées. Est-ce que ça peut suffire ça? Justement, c'est une idée. C'est finalement, je travaille le renforcement musculaire en pratiquant les spécificités de mon sport. Est-ce que ça suffit? Alors sur la base, on pourrait dire que oui, tu vois, parce qu'évidemment c'est toujours mieux. Après, tu as toujours un intérêt à faire ce que certains appelleront une musculation qui est non fonctionnelle, en fait. Parce qu'on n'apprend pas forcément à faire comme en faisant pareil, si tu veux. C'est vraiment, des fois il faut passer par des étapes ou pour développer ta puissance musculaire, ta résistance à la fatigue, passer par des étapes qui sont la presse, les squats chargés, enfin ce type de travail qui ne sont pas forcément drôles. Quand tu vois les sprinteurs, hein, là, je fais un parallèle peut-être un peu extrême, mais il n'y a quand même pas beaucoup de rapport entre passer 2 heures à la musculation et courir vite sur une piste. Et c'est pas simplement en apprenant à courir vite que tu cours vite. Donc vraiment, tu as des vrais intérêts. Et Sissi parlait notamment de l'intérêt du haut du corps. J'allais poser justement la question des groupes musculaires. Est-ce que finalement, parce que quand on pense musculation sur trail, tu vas penser naturellement aux quadris plutôt, tu vois, qui sont assez sollicités. C'est souvent ça qu'on met en avant. Est-ce que ça se passe que là, où le haut du corps
peut-être aussi utile. Alors je parlais des bras, hein. Je parlais pas Ouais. des abdos, parce que là je suis convaincue. Oui, pour les abdos, on peut le milieu. Allez, on va les mettre au milieu. Non, les- mais si en fait, on va dire que les quadrilles, les ischios, en tout cas les membres inférieurs, si on pourrait se contenter que de ça, si en fait le corps était coupé en deux. C'est-à-dire que si, en fait, mais le corps c'est un système, en fait, tout est relié. Donc évidemment, on court avec les jambes et l'accent, il est d'abord mis sur les membres inférieurs, notamment les quadrilles, mais aussi les ischios qui sont notamment dans un travail excentrique, je ne vais pas rentrer dans les détails là, mais qui sont extrêmement sollicités, notamment en trail. Si, on parlait tout ce qui est ceinture abdo-lombaire, mais pas simplement pour le maintien, mais c'est parce que aussi elle a la fonction de transmission de force. Et en fait, c'est tous les chocs. Et c'est là que le haut du corps est important, notamment, parce que les bras, et dans leur ensemble, hein, donc bras, épaules, ont un effet d'allègement de la charge qu'on encaisse. Et donc, ils servent aussi à alléger, on va dire, tous les impacts que les membres inférieurs prennent. Donc, à un moment, on n'est jamais plus fort que son élément le plus faible. Donc si vraiment on pêche au niveau des bras, ça peut être, on va dire, le maillon faible de la course d'un athlète. Donc à un moment, si vous êtes super puissant, que vous avez une super VO2 musculairement au niveau des jambes, vous êtes top, mais que finalement ce qui va vous ralentir, c'est les douleurs dans les bras, parce qu'à force de tirer, ça devient difficile, ce que connaissent certains athlètes, c'est quand même dommage finalement. Mais évidemment, si on prend par exemple, pour faire rapide, une séance de muscu d'1 heure, en gros, moi je le fais toujours un peu comme ça, hein, 30-35 minutes sur le bas du corps, 20 à 15 minutes le haut du corps, donc notamment les bras et le dos, hein, bien penser au dos, et après 5 à 10 minutes, ceinture abdo-lombaire, parce que finalement ça, dans tous les exercices de musculation, tu le travailles, donc tu n'as pas besoin d'y passer non plus 1 heure. Voilà. Marie, toi, tu nous as dit que tu étais quand même, t'essayais d'être un peu sérieuse sur la partie renforcement musculaire. Comment tu fais du travail en salle? Combien de fois par semaine tu vas? Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que c'est au poids du corps? Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ta prépa physique? Alors, ça dépend de la période et ce qu'on prépare. Mais là, tu vois, pour la Saint-Élion, au début du cycle, j'avais 2 muscus par semaine. Et après, on a un petit peu plus allégé et on est passé à 1 muscu par semaine. Mais vraiment, Ah ouais, 2 muscu par semaine quand même. Hein. Et C'est, une en ouais, salle. c'est sérieux. Hein. dont 1 en salle. Ouais, c'est Après, même moi, plus que certains marathoniens. Hein. C'est... Et du coup, justement, en fait, moi, je fais moins de dénive que quelqu'un qui habite en montagne. Et du coup, j'ai plus besoin de faire de D'accord. muscu. Tu compenses un peu par Je la... compense, Et, voilà. et tu vois que ça marche? Enfin, tu penses que c'est une bonne stratégie pour toi? Mon entraîneur m'a convaincue. Ça, c'est un copain Fred, ton entraîneur. Ouais, non, c'est Fabien Antolino, pour le coup, il est vraiment calé niveau muscu. Et non, je sens, voilà, sur des trails où tu as beaucoup de dénivelé, quand tu n'as pas un terrain de jeu qui te permet justement de faire beaucoup de dénivelé la semaine, et ben, la muscu compense, je pense, ce manque de dénivelé. Hyper intéressant. Alors, on va recevoir dans quelques instants Manu du site Wanna Run qui va nous parler un peu de l'équipement. Tu disais tout à l'heure, toi, Sissi, que ça avait été un petit peu un enjeu par rapport au matériel, par rapport aux sensations. Toi, Marie, les chaussures, par exemple, parce que quand on est pistard, on est quand même habitué à sentir le sol. On aime bien, il y a souvent ça qui dit, tu vois, les pistards, ils disent, ouais, avec cette chaussure-là, je sens pas le sol, j'ai pas les sensations et tout. Toi, comment ça s'est passé un peu la partie équipement? Quelle importance tu accordes à ça? Et tu vas courir avec quoi, par exemple, sur la Saint-Élion? Est-ce que tu changes de chaussures en fonction du dénivelé? Enfin, comment tu gères toute cette partie-là, équipement? Moi, ça m'intéresse. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé le trail, je prenais les chaussures les plus légères qui existent. Ouais, tu reviens sur tes... Ouais. Limite, tu veux courir avec des chaussures de route, quoi. Ça Exactement. s'est fait d'ailleurs avec Et- Duncan Perilla qui courait avec un marathonien qui est venu sur Ultra avec ses chaussures de route à plaque carbone. Et d'ailleurs, c'était des chaussures que je mettais quasiment jamais à l'entraînement, que je mettais qu'en compète. Un peu, en fait, comme à l'athlé, en fait, les pointes, on les met quand même rarement ou sur quelques séances, on les met que... L'hiver quand même, ouais. Voilà. Et Sinon, les mollets, bonjour. voilà. Et maintenant, maintenant, je commence à un peu plus m'habituer. On va presque dire que je suis une traileuse. Et je mets des chaussures. Mais il t'a fallu un temps. Ouais, il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour avoir des chaussures avec un peu plus d'amorti. Et là, tu vas, par exemple, est-ce que tu vas changer tes chaussures en fonction si tu as des côtes, du dénivelé, des montées, ou tu vas garder toute la même paire? Parce que des fois, on voit des trailers changer en fonction, sur les descentes par exemple, souvent quand ils ont des grosses parcelles de descente, changer de chaussures pour des chaussures avec plus d'amorti. Là, pour la Saint-Élion, je ne vais pas changer de chaussures. Je vais prendre les Light de chez ASICS. Et elles sont assez polyvalentes. Tu n'as pas un crampon énorme, mais du coup, ça me permet quand même d'être bien sur la route.
et elles sont assez dynamiques. Du coup, et t'as la mousse de la Nova Blast. Du coup, c'est pas mal. Elles sont assez polyvalentes et je pense que pour cette course, ça va bien aller. D'accord. Bon, c'est quoi votre actualité? Alors si on s'était vu, tu me disais la dernière fois, je sais pas, est-ce que je vais faire la diagonale des fous? Est-ce que je devrais pas passer un petit peu à autre chose, à mettre de côté de temps en temps? Mais je suis réunionnaise et quand tu es réunionnais, la diagonale, c'est quand même incontournable. Où est-ce qu'on va te voir prochainement? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la suite de ta saison? Est-ce que tu vas courir en France? Parce que tu manques à beaucoup de gens. Moi, le premier, on a envie de te voir aussi courir un peu en métropole, pas seulement à très très loin. Ouais, c'est vrai que la diag, écoute, j'ai bien envie d'y revenir. Cette fois, Ah, donc tu vas refaire la diag, ça y est, j'ai envie. Après, il y a d'autres choses qui me font envie. Mais, parce que l'UTMB, ce serait sympa de te voir aussi du côté tu sais, des j'ai Alpes. fait 2 fois la TDS, 3 fois la CCC, 1 fois l'UTMB. Donc pour l'instant, il y a plus de numéros. J'ai fait plus de fois l'UTMB que 2 fois la diag. Donc il faut équilibrer. C'est vrai. Après, c'est à la maison, donc c'est assez simple à préparer. Moi, ce que j'aime dans la diag, c'est aussi la préparation. C'est toutes ces sorties que tu fais dans ces environnements incroyables. Donc le calendrier n'est pas encore bien mis en place, mais il y aura quelques belles courses plaisir. Et la métropole, ouais, ça me fait envie maintenant. Là, on sait que les allers-retours, quand tu habites à La Réunion, tu peux pas te dire je vais faire 4 courses en métropole et puis faut trouver le juste équilibre pour essayer de tout condenser. Donc, puis avec la saison, je vais essayer d'organiser ça et on verra. Et toi, Marie, après bon, là, on va déjà te laisser courir, mais tu vas revenir un peu sur le circuit. Alors moi, 2023, c'est pas fini, donc on n'a pas encore bien fait le programme de 2024. Mais il y aura déjà les championnats de France de trail long, qui sera la course de sélection pour les championnats d'Europe cette année, qui sont en France. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'était un peu tristoun, le championnat international sur le circuit fédéral. Et là, ça remonte bien, il y a du gros niveau, donc ça fait plaisir de voir que les athlètes jouent le jeu, parce que ce n'était pas forcément le cas avant, malheureusement. Oui, alors moi, comme c'est vrai que je viens de l'athlé, les championnats de France, c'est quelque chose. Impossible de les manquer, quoi, parce qu'en athlé, on est c'est la culture, ouais. On termine en fait notre saison par les championnats de France. Bon, là, je vais la commencer, mais non, pour moi, c'est impossible de les manquer. Bah écoute, on va pas te retenir plus longtemps parce qu'il faut que tu ailles te reposer. Demain, tu as un petit événement sportif entre Saint-Etienne et Lyon. Merci à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions. Et puis je vous propose qu'on reçoive tout de suite Manu du site OneRun. Et puis on peut applaudir nos invités le temps que Manu arrive. Merci à vous. Allez-y, on va prendre... Je vous propose maintenant qu'on accueille Manu du site OneRun. Manu, souvenez-vous, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est plus passé dans le podcast. C'est notre expert équipement, notre encyclopédie du matériel de course. Salut Manu, c'est un plaisir de te retrouver. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à l'UTMB, une autre belle course. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Salut Guillaume, salut Fred. Je suis très content d'avoir été rappelé. Je m'inquiétais, je tournais en rond chez moi. Et puis là, on m'a dit, tu reviens avec Fred. Donc... un grand plaisir. En plus, Marie et Sissi, des super amis, donc j'étais ravi d'être là. Bon, c'est un plaisir de t'accueillir à nouveau dans le podcast. Alors, on va parler un peu d'équipement. Et moi, il y a une première question que je me pose. Les chaussures de trail, les chaussures de route. Alors, c'est pas évident, tu vois, parce que est-ce que vraiment, qu'est-ce qui change entre une chaussure de trail et une chaussure de route ? Est-ce que je peux faire de la route avec une chaussure de trail ? Si par exemple, je vais aller rejoindre la forêt vers chez moi ou les sentiers, mais j'ai 3-4 km de route avant, est-ce que je peux le faire ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi du marketing parce que les vendeurs de chaussures veulent nous vendre un maximum de paires ? Qu'est-ce qui change foncièrement ? Est-ce que tu peux répondre à cette question introductive ? Alors oui, effectivement, c'est une excellente question. Et puis, je ne vais pas faire une réponse de Normand parce que je ne suis pas Normand. On a déjà Fred avec nous. C'est un peu oui, un peu non. Alors effectivement, il y a une chose qui est sûre, c'est que... en général, tu vas pouvoir faire de la route avec une chaussure de trail, alors que l'inverse, je peux t'assurer qu'il vaut mieux pas que tu essayes. Alors attends, aller sur le trail. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Ils le font, mais je pense dans des circonstances, dans des vraiment très spécifiques, quoi. Donc en temps normal, je ne conseille pas de le faire. Donc si j'ai un peu de route à faire avec mes chaussures de trail, je peux le faire. Oui, tu peux le faire. Ça, c'est dans le sens là, il n'y a pas de souci. Et puis je dirais même que
dans des périodes comme en ce moment, où c'est très mouillé, où c'est très gras, où il y a des feuilles qui se décomposent au sol et tout ça, moi, je suis pas contre des fois sortir les chaussures de trail. Et à quand la chaussure SUV, tu vois? Tu sais, 4x4 tout terrain. Parce que moi, je suis sûr que le jour où tu as un équipementier qui sort une chaussure aussi bien adaptée sur un terrain que l'autre, alors peut-être que le marché n'était pas assez mature, mais je pense que c'est l'avenir. Tiens, vous l'aurez entendu ça ici. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire alors, sur une chaussure plus polyvalente. Peut-être que pour le coureur un peu lambda, ça peut se faire largement. C'est vrai que moi, je vois beaucoup des fois j'ai déjà vu sur marathon des gens qui me doublaient et puis qui étaient en chaussures de trail. Ouais. Alors après, bon, c'est pas optimal, c'est pareil. Je pense pas que Sylvain va faire un marathon avec ses chaussures de trail, tu vois. Il y a un moment, il faut être aussi assez logique en termes de capacité à griffer le sol, par exemple. Et c'est comme est-ce que tu mets des slicks ou est-ce que tu mets des pneus neige. Tu vois, une Formule 1, effectivement, elle peut faire tout le Grand Prix en pneus neige, mais je pense qu'en termes d'optimisation de la performance, c'est pas idéal. Alors, c'est ASICS qui est partenaire de la Saint-Élion. Et justement, quelle est l'actualité chez ASICS en termes de chaussures? Est-ce qu'il y a des petites nouveautés à venir? Alors, quand tu me parlais de différence entre les chaussures de route et les chaussures de trail, l'élément le plus important, effectivement, de toute façon, c'est ce qui est en contact avec le sol et c'est les crampons. Donc, les crampons, effectivement, quand tu es dans la boue, c'est important parce que ça va permettre d'évacuer la boue. Donc quand ceux qui ont fait la Saint-Élion, ils savent qu'il y en a forcément toujours un petit peu. Et donc la forme des crampons, elle est très importante pour bien évacuer. Si tu pars avec une chaussure de route, tu peux te le dire parce qu'effectivement sur la Saint-Élion, j'ai regardé, il y a un bon gros tiers où il y a de la route. Donc tu peux te dire, tiens, est-ce que je ne serais pas plus performant sur la route en ayant des chaussures spécifiques pour la route? Mais le problème, c'est que... C'est très beau, la Saint-Élion. Ouais. Le peu de passage que tu vas avoir où il y a de la boue, elle va s'accrocher sur la chaussure. Tu peux même la perdre. Et puis là, moi j'ai déjà vu un coureur devant moi où les deux chaussures sont restées dans le tas de boue. Sur cross, on le voit aussi. Faut les strapper. Donc voilà. Alors après, chez ASICS, de toute façon, Marie l'a dit tout à l'heure, il y a des modèles qui sont vraiment faits pour des performeuses comme Sissi et puis Marie. Elle a cité Fuji Light, Fuji Speed. C'est des chaussures effectivement pour les gens qui ont du pied ou bien vraiment des gens qui sont assez légers et puis qui ont envie vraiment de pouvoir envoyer. Donc effectivement plus légères et beaucoup plus d'accroche, plus de dynamisme. Après, pour ceux qui vont faire 10, 12, 15 heures, parce que je crois que 15 heures c'est quasiment le maximum sur la Saint-Élion. Là on a la gamme Trabuco. Très bonne gamme d'ailleurs. Moi, je le dis rarement parce que j'essaie de rester un petit peu neutre. Mais la Trabuco, c'est vraiment une excellente chaussure de trail pour ceux qui, pour moi en tout cas, me correspond. Le cœur du peloton comme nous. Non, mais vraiment, c'est une je voulais la mettre à l'honneur parce que je trouve que. Voilà. Donc dans la Trabuco, il y a un choix qui peut être intéressant, c'est-à-dire qu'on a une version Gore-Tex. Donc sur la Saint-Élion. Ça peut être un choix en fonction de comment vous... Alors Gore-Tex, faut se poser la question, est-ce que je transpire beaucoup des pieds, tout ça? Parce que ça peut. Voilà, donc si la transpiration des pieds est relativement raisonnable, bon là il ne fait pas très chaud non plus, donc ça passe bien. Donc membrane Gore-Tex, ça peut être vraiment un très bon choix. Moi je sais que, j'ai jamais fait la Saint-Élion complète, mais j'ai fait des morceaux. Moi je fais systématiquement Gore-Tex et je ne le regrette pas. Alors ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut savoir avec une membrane Gore-Tex sur les chaussures, c'est éviter de rentrer le pied complet dans un petit ruisseau parce que là, l'eau va passer à l'intérieur de la chaussure et puis là, du coup, il y a pour la faire sortir, c'est compliqué. C'est du bon sens. J'aurais pu te le dire, ça. Tant mieux quoi. Demande-moi la prochaine fois, si tu fais un trail. Ah mais moi ça va tout, pas de souci avec ça. Et au niveau, tu voulais nous parler aussi un petit peu du textile? Ouais, voilà. Alors ce qui est important, parce que c'est bientôt Noël là. Donc tu vois, qu'est-ce qu'on doit mettre sur notre liste de Noël? On en parlait tout à l'heure. Sur un 10 km, je peux faire l'erreur de partir avec un ciré jaune s'il pleut et puis un sweat en coton. Sur 10 km, je garantis pas les frottements et tout ça à la fin des 10 km, mais on peut s'en sortir. Sur trail, c'est vrai que on en a parlé tout à l'heure, on va peut-être faire 5, 8, 10 heures de course. Et tout ce qui est frottement, ça peut devenir vraiment, vraiment un calvaire. Si vous avez un frottement à l'entrejambe, je peux vous dire que c'est pas facile.
Donc il y a vraiment toute une gamme. ASICS a vraiment fait une gamme complète qui s'appelle Fuji Trail, Fuji du mont Fuji, puis Trail. Voilà. Et vraiment, au-delà d'avoir un simple short, il y a plein de spécificités avec, par exemple, sur la veste, vous avez des réglages un peu partout pour bien régler la capuche, pour bien régler au niveau du bassin. Il y a des passe-pouces pour pouvoir bien tendre les manches pour pas que ça remonte, etc. Enfin, c'est vraiment conçu pour le trail. À la japonaise, c'est vraiment les détails comptent. Des petites bandes réfléchissantes pour être bien visible, parce que souvent en trail on court de nuit, alors que c'est beaucoup moins le cas en route. C'est extrêmement rare les courses sur route ou dans la nuit en tout cas. Alors je sais qu'au marathon des JO, il paraît qu'on va devoir courir la nuit. Ouais, marathon pour tous. Marathon pour tous. Oui, marathon pour tous, on est bien d'accord. Mais donc voilà, une gamme trail qui est très très complète avec beaucoup de spécificités. Alors Fred, toi qui es un peu un fashion, est-ce que toute cette gamme, ça te donne envie de te mettre au trail Est-ce que ça me donne envie pas certain. Mais par contre, j'avais une petite question pour Manu, je peux me permettre. Vas-y, je t'en prie. Manu, c'est pas une question piège, évidemment. Mais le monde de l'athlète sur piste, le monde de la course sur route est envahi par les fameux modèles nouvelle génération avec lame de carbone. Et une nouvelle mousse, ouais. Et du coup, je me posais la question sur trail. Est-ce qu'on a ça? J'ai vu qu'il y avait je suis un peu au courant de l'actualité. J'ai vu qu'il y avait quelques modèles qui étaient sortis. Mais est-ce que c'est autant envahi? Et au final, est-ce que j'ai pas l'impression que même les athlètes eux-mêmes plébiscitent vraiment ces modèles-là? Les nouveaux modèles là qui sont en train de sortir et qui sont en phase de prototype, pour avoir parlé à pas mal de trailers professionnels, mais je posais ils la me question disent qu'elles sont incroyables. Non, mais je réponds. Après forcément, on a un décalage. On a un décalage, on va dire, de 4-5 ans entre la mise en place des modèles sur route avec plaque de carbone et les modèles sur le trail. Donc c'est vrai que ça vient d'apparaître. Il y a plusieurs marques qui ont fait le job. Mais moi, je dirais, en fait, ce qui est intéressant c'est toujours, j'ai déjà dit, mais c'est la combinaison mousse et plaque. Pourquoi ? Parce que effectivement, sur les personnes très performantes, la plaque va donner un petit boost et un petit rebond. Mais comme ces mousses sont beaucoup plus tendres et plus réactives, il est intéressant d'avoir quand même la plaque pour pouvoir garder de la stabilité. Donc là, je pense que la mousse, elle s'adresse aux gens qui sont moyennement rapides à rapides. Et sur les très très performants, c'est la plaque qui va faire le job pour la vitesse. Alors que je pense sur des vitesses plus faibles, par exemple, moi, je pense que ce qui est plus intéressant, c'est la mousse que la plaque. D'ailleurs, quand je prends des modèles où il n'y a que la mousse, on perd un petit peu en stabilité. Mais je trouve que moi, le job se fait autant. Ok, merci Manu. Et du coup, pour répondre à ta question, est-ce que ça me donne envie de... Moi, en fait, j'adore. Ça me donne pas envie de me mettre au trail, mais j'adore les vêtements de trail. Parce que c'est vrai que moi, je suis un peu jaloux. Il y a un truc Enfin, il en a un peu parlé, Manu, c'est qu'il y a plein de poches partout, notamment sur les shorts. Donc ça, c'est super. En fait, honnêtement, c'est super, même quand on fait de la route ou de manière un peu basique comme ça. On a plein d'endroits pour mettre, parce que le petit short à l'ancienne en V, j'en ai évidemment pour les courses, mais on peut pas mettre grand-chose dedans. Ouais, des fois, tu as à peine de quoi mettre une clé dans la petite poche de derrière sur les shorts de compétition. Ouais. Merci beaucoup, Manu. Ça a été un plaisir de te retrouver. Et puis, évidemment, pour toutes celles et ceux qui veulent retrouver ta sélection d'articles ASICS sur le site Dans la tête d'un coureur, on mettra une petite sélection vers iron.fr sur les produits un peu phares de Manu. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve dès vendredi pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Je vous dis à très vite. À bientôt. À bientôt. Bientôt.